Donc Megalopolis, gros film s'il en est, quoi. Oui, film très attendu aussi, s'il en est. Il y a 2 films très attendus d'ailleurs, dont on parle ce soir, là, qui est un peu Megalopolis et Joker, et qui ont comme point commun de, on va dire, diviser pour être gentil, quoi. Ouais. Donc accueil plutôt glacial, on va dire, quoi. Mais bon, je sais pas si tu voulais partir direct là-dessus sur le fait que le film sorte après Cannes, un Cannes un peu mouvementé. Ah bah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Très mouvementé à Cannes. Mais après, ouais, c'est pas... Salut le rocker du 5000, bienvenue. Donc on va... Notre fidèle spectateur. Et donc, ouais, Megalopolis, donc Francis Ford Coppola, pour un projet qui a 40 ans. Au moins, ouais. Et ouais, au moins 40 ans. Bah apparemment, alors, j'avais lu qu'apparemment, il y pensait déjà pendant la post-production de Apocalypse Now. D'accord. Et Rob Lowe, il aurait dit dans une interview qu'il lui en aurait parlé sur le tournage de Outsiders. Ouais. Donc, pour dire que ça remonte. Et il a failli donc le tourner. Il a failli le tourner. Apparemment, il a commencé des plans en extérieur dans New York. Enfin, je pense qu'il devait être des plans de ville, en fait, sans les acteurs. Et il a commencé les répètes avec des acteurs en 2001, du coup. Et le projet a été stoppé par le 11 septembre, quoi. Ah ouais. Ouais. Moi, j'ai vu aussi De Niro en parler récemment dans une interview, où il avait dit qu'il avait fait une lecture aussi de script. Alors, c'est peut-être au même moment. Ouais, début 2000, ouais, c'est possible, je crois. Il parlait d'une lecture de script avec Paul Newman, notamment. Ouais, il y avait eu les noms aussi qui circulaient autour de DiCaprio. Ouais. Edward Norton aussi, je crois. Donc, ouais, voilà, c'était donc déjà le gros projet il y a 20 ans et qui s'est pas fait il y a 20 ans. Et en fait, on peut dire aussi depuis, c'est un peu devenu... Enfin là, il sort enfin, mais c'était un peu devenu le film que Coppola ne fera jamais, en fait, à une époque. Ouais. Et Bah ça, tous les cinéastes en ont un, je pense. Enfin, beaucoup de cinéastes en ont un comme ça. Ouais, beaucoup de un projet auquel ils aspirent pendant très longtemps et qui nourrit tout ce qu'ils font dans le sillage, quoi. Ouais, mais après, il y a le truc aussi, c'est celui-là était devenu vraiment le film genre que Coppola ne fera jamais, mais un peu comme... un peu comme, je pense aux Dunes de Jodorowsky, au Napoléon de Kubrick, quoi. Ouais. Mais il y a le truc, bon, du coup, que Kubrick, on a su d'Eyes Wide Shut qu'il le ferait pas. Mais Jodorowsky, pareil, ça paraît vraiment compliqué qu'il fasse Dune aujourd'hui, 90 ans passés, donc c'est sûr que non, là. Mais c'est ce truc un peu de ces films qui sont très très fantasmés et qui sortent... qui ne sortent jamais, et celui-là finit par sortir. En gros, c'était juste pour dire que tous ceux qui se branlent un peu sur le Jodorowsky de Dune et qui font la gueule devant Megalopolis, en fait, peuvent peut-être être contents que le film ne soit jamais sorti, en fait, quoi. Mais après, on sera amené à en reparler un peu plus tard, là, mais il y a un côté aussi que si tu suivais la carrière de Coppola, en fait, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression aussi, qui ont un peu lâché Coppola. Ouais. Depuis, on va dire, Dracula, quoi. Et en vrai, si tu suis sa carrière depuis, même un petit peu avant, en fait, je trouve que le Megalopolis, en fait, est pas un film si surprenant que ça non plus, en fait. Pas du tout, moi d'ailleurs, c'est même ce qui m'a frappé, en fait, la cohérence du film par rapport au cinéma que Coppola a fait. Même, alors, le truc, c'est que déjà, des gens détestaient Twixt à l'époque. Nous, on aimait bien, quoi. Mais ouais, le film est assez logique dans la carrière de Coppola. Bah ouais, je trouve aussi logique, mais dans une carrière un peu folle, quoi. Donc, ouais. Oui, bah voilà, une logique bien à lui, quoi. Ouais. Bon, on pourrait se mettre la petite bande-annonce. Ouais. Le mieux carrément. serait peut-être de montrer quelques images. Même si, même si du coup, je sais pas s'il y en a qui vont nous regarder là, qui l'ont pas vu, mais c'est quand même les belles pièces du film aussi qu'on voit dedans. Et en fait, je sais pas si c'est si représentatif que ça du film non plus, quoi. Mais bon, en même temps, si elle est bien jetée, le film est bien jeté. Ouais. Non, il reste encore beaucoup de choses à bouffer dans le film, même au-delà de la bande-annonce. Quand même. Ouais. Mais je veux dire, faut pas trop s'y fier. Ah oui, non, oui. Faut pas trop s'y fier, quoi. Bon, allez, et ça, ce sera un peu le point commun avec Motherland, d'ailleurs. Bon, bah allez, c'est parti.
does an empire die? Does it collapse in one terrible moment? No, no. But there comes a time when its people no longer believe in it. Don't let the now destroy the forever. Ladies and gentlemen, and children of all ages, welcome. Is this society, is this way we're living, the only one that's available to us? We are taking our city back. And when we ask these questions, when there's a dialogue about them, that basically is a utopia. Donc, Mégalopolis. Bande annonce un peu folle. Je sais pas si on. Peut-être pas nous épargner un petit pitch pour autant. Ah ouais? Ah bah alors, bon courage si c'est toi qui le fais. Allez, c'est parti. Donc, non, en fait, ouais, enfin, les grandes lignes, en fait, celles qu'on peut lire un peu partout. Et donc, Mégalopolis est donc une fable qui prend place à New Rome, donc un New York moderne mélangé avec celle de la République romaine antique. Et donc on y suit Catilina, qui est un architecte de génie nobelisé pour un nouveau matériau magique appelé le mégalon, et qui s'oppose au maire Franklin Cicero, qui lui est un maire conservateur qui ne voit pas donc un bon œil les idées novatrices de notre chère Catilina, et donc qui va encore plus l'avoir dans le nez quand le Catilina commence à fréquenter sa fille Julia Cicero. Et donc voilà, donc qui dit New York et République romaine dit aussi complot, donc en fait c'est un véritable péplum que réalise Francis Ford Coppola, une sorte de péplum moderne, on va dire, quoi. Donc ouais, voilà pour le pitch, quoi. Ouais, c'est pas, il est pas mal. Il est pas mal. Même si bon, il y a bien d'autres personnages qui entrent en jeu. La notion de complot est effectivement très importante. Ouais, en fait, il y a une histoire très foisonnante, mais où en fait, en gros, faut dire, ouais, c'est cette espèce de New Rome qui nous est présentée avec toute cette galerie de personnages, ça forme vraiment un film monde, en fait. Et où toutes les intrigues n'auront pas forcément l'impression d'être finies ou d'être abouties. Enfin, c'est assez particulier comme film, quoi. Ouais, sans compter le fait qu'il y a aussi sans doute beaucoup de choses qui sont restées sur le sol de la salle de montage aussi, bon, comme c'est l'habitude avec Coppola de toute façon, qui élague beaucoup ses films en général, mais y compris avec la version cannoise qui était un peu plus long, qui devait faire 2h40 je crois. Ah ouais, ok, je savais pas. Et il a été encore raccourci pour notre sortie salle, et là il dure 2h15. 2h20, ouais, je crois, un truc comme ça, ouais. Ce qui me va très bien d'ailleurs comme durée. Je trouve que c'est déjà bien rempli, quoi. Alors moi le truc c'est que je l'ai vu 2 fois le film en salle. Je l'ai vu une première fois la première semaine, je suis retourné le voir hier là. Et ouais, la première fois j'étais d'accord avec toi. Je trouvais que 2h20, j'en aurais pas pris forcément plus, quoi. Parce qu'on va dire que le repas est dense, quoi. Mais quand on l'a revu hier, en fait, je fais ouais, je serais pas contre, en fait, éventuellement une version longue. En fait, vu comme je disais, c'est un film monde, donc en fait, plus il y en aurait à apprendre. C'est pas dit que ça rende le film forcément meilleur, en fait, mais en fait, il y a cette sensation, je trouve, dans le film, vu qu'on a un projet qui est vieux, donc de 40 ans, voire plus. Ça donne quand même vraiment l'impression que, et vu les méthodes de travail de Coppola et donc ces films où il y a beaucoup d'improvisation, c'est très créatif comme son personnage, quoi. Il y a le côté, on a vraiment le Mégalopolis de 2024, en fait.
Mhm. Et on se dit, ouais, le film n'aurait pas du tout ressemblé à ça en 2001. Ouais. Ça, Ça, c'est c'est une évidence. ça, c'est certain. Mais en fait, tu te Mhm. dis même en 2022, ça aurait pas été le même film. L'année prochaine, ce sera pas le même film. Ouais, complètement. C'est un film qui est en constante évolution. Mais Et donc, ouais. ouais, en fait, juste pour dire, ouais, vu que Coppola l'a fait avec Apocalypse Now Redux, et là avec le Parrain 3 aussi, où il a refait un montage et tout. Donc c'est bon, là maintenant, il va falloir quand même compter compter les années, mais moi je serais pas contre ouais, un méga Megalopolis, une version longue. Ouais. Ouais. Et donc le film a fait polémique dès sa présentation à Cannes, où il a fait dissensus auprès des spectateurs. Et là, il sort en occupant quand même une bonne partie de l'attention médiatique chez les cinéphiles. Et bon, je sais pas comment les gens le reçoivent en règle générale. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Je suis très client de Coppola de toute façon depuis très longtemps. J'ai suivi sa carrière attentivement, et du coup, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir effectivement un film somme de sa filmographie, quoi. Ouais, alors moi j'ai beaucoup aimé le film aussi. Je te dis, j'étais obligé quand même d'aller le revoir parce que c'était quand même bizarre. Je savais pas quoi en penser la première semaine non plus. Mais ouais, en fait à Cannes on peut dire quand même ouais, que c'est ça quoi, qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens pour le défendre. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus le cas maintenant qu'il sort. Oui, j'ai l'impression effectivement que les gens sont un peu plus ouais. Il y a beaucoup chaleureux avec le film. Ouais, beaucoup plus de défenseurs du film. Par contre, je trouve en fait, je te dis, moi justement, j'étais obligé d'aller le revoir 2 fois. C'est un film aussi qui met un beau défi, je trouve quand même, par contre, à toute une frange de critiques aussi, notamment à Cannes, qu'on ce truc-là, en fait, de devoir déjà sortir un papier, de devoir déjà se forger une opinion dès que le film est fini, en fait, de faire un papier dès le lendemain, de l'écrire le soir même et tout. Et je trouve, pour le coup, c'est le film, c'est pas ce genre de film-là, quoi. Ah non, pas du tout. Hein. C'est peut-être même ce qui a fait que le film ait été si négativement reçu à Cannes, où les gens ont peut-être eu un avis un peu expéditif à la sortie du film, parce que effectivement, moi je trouve ça quand même assez difficile à croire qu'on puisse rejeter tout ce film d'un revers de la main, alors qu'il a quand même énormément à offrir, énormément à proposer. Et puis il faut rappeler aussi que le film est donc un film autoproduit par Coppola. Donc un film indépendant de 120 millions de dollars, qu'il a de cette manière acquis une liberté créative qu'il a un peu cherché toute sa carrière, quoi. Toute sa carrière a été une longue bataille contre les studios pour imposer le contrôle du créateur, quoi, du réalisateur. Donc le film se pose effectivement comme la résultante de toute cette vie-là, quoi. Enfin, comme l'achèvement de tout ça. Ce qu'on retrouve aussi dans le parcours du protagoniste, de Catilina, qui est joué par Adam. Ouais. Bon, on va en reparler parce que en fait, je dis juste je voulais juste par rapport à la réception du film aussi, en fait, par rapport justement à des critiques qui sont obligés de sortir le papier le soir même, ou des critiques internet. Il y a un peu le truc justement d'avoir ce réalisateur en pleine possession de ses moyens, qui a 85 ans, et en fait qui sort un film, et il y a un peu le côté, est-ce que tu choisis de prendre une leçon, même si la leçon est un peu bizarre, que le prof est un peu vieux et tout, ou alors est-ce que tu préfères lui faire la leçon, en fait, quoi. Il y a un peu ce côté chez certains critiques de dire de renvoyer Coppola un vieux gâteux, alors que effectivement il a beaucoup à manger dans le film, et c'est un peu triste, en fait. Ouais. Et c'est doublé aussi du truc que au final ça pose la question, en fait, ça pose une question un peu de la cinéphilie moderne, où Netflix s'est déjà fait attaquer là-dessus, en fait. C'est le truc, c'est est-ce que les spectateurs, en fait, veulent vraiment voir les films, et veulent vraiment voir les films de réalisateurs en pleine possession de leurs moyens, en fait. Parce qu'après Irishman, Mank, donc on a eu ce qui était plutôt des films sur Netflix, mais au final Megalopolis, en s'autoproduisant, il tombe un peu dans ce genre aussi de production aussi, quoi. Ouais. Et apparemment, de toute façon, Coppola il disait récemment dans une interview, en fait, que lui il n'était pas inquiet des scores du film, parce que c'est une sortie assez particulière aux États-Unis, et que aussi le film avait un modèle financier pour être revendu aux plateformes, en fait. Ouais. Parce que je sais que lui le voit vraiment, en tout cas, comme un film qu'il faut revoir. Donc. Ouais, et puis bon, il y a aussi une forme de défi lancé aux spectateurs modernes aussi, un petit peu, de la part de Coppola.
Ouais, Mais ouais. d'ailleurs, au niveau de son destin, il rejoint un peu aussi le cas de Kevin Costner, hein, aussi, qui a un peu produit son Horizon là, dernièrement de la même façon. Ouais, Et ouais. qui a aussi été très mal reçu à Cannes de la même façon, et qui a aussi été critiqué par exemple pour son point de vue politique dans le film, quoi. Et dans le cas de Coppola, c'est plus ses comportements sur le tournage. Il y a eu des comportements inappropriés. Enfin, c'est clairement pas un film woke, hein. Il s'en défend d'ailleurs. Et Ouais, enfin, c'est pas vraiment qu'il s'en défend que le film. En tout cas, il est fier d'avoir travaillé avec des gens d'opinions différents, quoi. Donc, il citait John Voight. Ouais. Donc, qui est carrément, comme dirait Carpenter, à la droite de Attila le Hun, quoi. et qui joue un personnage très intéressant de ce point de vue-là aussi, quoi. C'est intéressant d'avoir cet acteur-là jouer Ouais, ce surtout. personnage-là. Pour Alors, le resituer sur ceux qui l'ont pas vu, en fait, John Voight dans le film joue un vieux financier, un vieux banquier dont la descendance convoite le pouvoir. Et il joue un peu un personnage assez trumpiste. Ouais, mais alors la résolution est par contre est très surprenante à ce niveau-là, quoi. Ouais. Mais ouais, après il citait aussi donc Dustin Hoffman qui a eu lui des petits problèmes avec MeToo, quoi. Et en fait à côté, c'est vrai qu'en face on a Shia LaBeouf qui était lui un opposant à Trump, qui avait fait pas mal de happening autour de la première élection de Trump. Ouais. Happening militant contre Trump en fait, quoi. Et donc il se retrouve là à jouer le fils donc, de John Voight, quoi. Ça a dû donner des situations sur le tournage assez amusantes. Mais de toute façon, en fait, c'est un truc du film aussi, c'est que je disais ce que je disais tout à l'heure, ceux qui font un peu la leçon à Coppola en fait, c'est un peu dommage aussi, c'est que Coppola lui dit lui-même dans le film par rapport à Adam Driver, c'est en fait quand Adam Driver dit c'est un peu de façon un peu candide, faut lancer un débat sur l'avenir. Et ben en fait, tu sens que Coppola avec ce film-là, en fait, c'est très bien qu'il plaira pas à tout le monde. Mais que par contre, vu tout ce qu'il y a dans le film, ce serait trop con justement de juste balayer le film d'un revers de la main et de pas en débattre justement. Ouais. Que même politiquement, je pense, c'est sa façon de dire on a travaillé avec tout le monde et tout, c'est que même politiquement, le film c'est très difficile à situer en fait. Je trouve très difficile à situer. Et ouais, même en ce qui concerne ça, c'est un truc que la critique aime beaucoup faire aussi, de vouloir trouver un alter ego au cinéaste dans le film. C'est pas si simple non plus dans le cas de Megalopolis. Alors évidemment, Adam Driver semble représenter beaucoup de l'idée que Coppola se fait surtout de la place de l'artiste dans la société, etc. Mais il faut savoir que par exemple le maire, qui est son antagoniste dans le film, lui s'appelle Francis par exemple. Il insiste pour qu'on l'appelle Francis à un moment donné dans le film. Donc peut-être que lui aussi est un pendant donc je pense que Coppola en fait a diffusé son point de vue à divers personnages et divers aspects du film. Donc ça c'est à ce niveau-là où le film est assez insaisissable. Ouais, complètement. Bah lui il le dit en interview qu'effectivement Adam Driver s'est inspiré de lui pour le rôle et que mais que lui se voit aussi dans Cicero, ça dépend des scènes en fait. Mais en fait, quand tu disais par rapport à la place de l'artiste dans la société, en fait, même pour revenir en amont, enfin, pour en revenir plutôt même pas au pitch du film, mais bon, comme j'ai résumé tout à l'heure, on pourrait quand même dire le film, c'est un peu le croisement il y a quand même le croisement de grosses influences qui sont donc d'un côté les conspirations de Catilina, donc sur l'histoire de la République romaine, dont je pouvais pas trop te parler d'ailleurs. Ouais. J'ai essayé de lire 2-3 trucs dessus, mais je suis pas très. Je pense pas à Rome toutes les semaines, quoi. Ouais. Donc il y a d'un côté donc cette histoire de Rome. Et d'un autre côté aussi, on a donc lui Coppola cite comme grosse source d'inspiration Robert Moses, qui est donc un urbaniste américain qui s'est imposé après la Grande Dépression en fait. Ouais. Et qui a donc participé. Alors, je crois qu'il a beaucoup travaillé aussi à Philadelphie, un peu à Chicago, mais surtout à New York en fait. Et c'est lui qui a un peu construit le New York des années 30 jusqu'aux années 60 en fait. Donc il y a le truc aussi que apparemment, il me semble qu'il y a une histoire en fait où justement pendant la Grande Dépression en fait, il s'était opposé à Roosevelt avant le New Deal sur un projet immobilier justement qui pourrait ressembler justement au cas de Megalopolis. Et il y a une autre source, et là qui va être intéressante sur la question de la place de l'artiste, et c'est donc Ayn Rand en fait. Et Ayn Rand qui revenait déjà en fait
pendant les premières infos qu'on avait déjà sur le projet, donc quand il a été commencé début 2000, quand on parlait de Megalopolis, on parlait d'un récit randien en fait, parce que du coup le pitch de Megalopolis évoque direct La Source Vive, Ouais. donc qui est le gros roman de Ayn Rand, quoi. Et donc que j'ai pas lu, mais j'ai vu l'adaptation Le de film. King, Ouais. l'adaptation de King Vidor que Ayn Rand a scénarisé elle-même, donc. Ah ouais. Et donc donc Ayn Rand, je sais pas si tu vois un peu. Alors je suis pas assez pointillé sur le sujet, mais de manière évidente, en fait, le film porte son influence, mais je vais pas être assez spécialiste du sujet pour en dire beaucoup plus. Alors je l'ai pas chargé, ça aurait peut-être été un peu long, mais on vous encourage vivement à aller voir. Il y a un Beats qu'on fait donc Beats, l'émission de Rafik Djoumi, qu'on fait un épisode sur Ayn Rand, donc qui permet de se remettre en 10 minutes un peu le personnage, mais en gros pour résumer, c'est un peu une figure, donc une écrivaine philosophe qui a la particularité aussi d'avoir mis sa philosophie dans des fictions. Donc La Source Vive, La Grève, donc qui ont été des bouquins qui ont été très lus et qui comptent aujourd'hui apparemment des fans comme Edward Snowden ou Donald Trump, si tant est qu'ils lisent. Et donc en fait elle s'est mis dans La Source Vive, je crois, je me demande si c'est pas une des citations, La Source Vive, mais c'est qu'en gros pour elle, ce qui résume un peu sa pensée, c'est l'ego de l'homme et la source du progrès en fait. Ouais. Et donc c'est vraiment une libertarienne et qui met donc l'ego comme source créative et d'émancipation et donc de progrès en fait, absolu en fait. Et donc, en gros, une façon de résumer Ayn Rand, ça pourrait être de dire en fait qu'en étant un gros connard égoïste, tu marches pour le progrès en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment le truc individualiste, libertarien à mort. Donc, Ouais. vraiment une pensée très américaine, quoi. Ouais. Et ce qui se retrouve beaucoup dans le personnage d'Adam Driver aussi, puisque pour promouvoir sa nouvelle cité, il parle aussi beaucoup de justice pour tous et d'éducation, etc. Sans qu'on sache exactement comment ça va se formuler dans sa nouvelle cité. Donc on a parfois l'impression qu'il fait un peu de démagogie pour populariser son projet et pouvoir asseoir son projet auprès de la ville. Ouais, alors ça, là-dessus justement, le film est assez ambigu, je trouve. On sait pas on sait pas justement à quel point en fait, Katilina est sincère en fait. Ouais. Ouais, il est très. On sait pas à quel point son utopie est viable. Mais par contre, sur le truc que, comme tu dis, en fait, la grosse différence par contre avec Ayn Rand, c'est que sur le personnage de Katilina, c'est qu'en fait, il veut quand même œuvrer directement pour le bien public, quoi. Ouais. Parce que donc, alors que, par exemple, La Source Vive, c'est l'histoire d'un architecte, Howard Roark, qui s'appelle. Et donc, dans le film de King Vidor, il est joué par Gary Cooper. Donc, un fier américain, quoi. Et donc, il y a un architecte intransigeant, en fait, et qui, du coup, si les bâtiments ne sont pas faits en fonction de ses plans et tout, il quitte les projets, quitte à être complètement à la marge, en fait, parmi les grands architectes de la ville. Et en fait, il se retrouve justement c'est là où ça fait beaucoup penser à Megalopolis, en fait, c'est qu'il se retrouve en rivalité, en fait, avec le rédacteur en chef d'un journal, qui est aussi un gros propriétaire urbain de la ville de New York, en fait, et qui lui prône une vision de l'architecture beaucoup plus classique, en fait. Et t'as vraiment ce débat esthétique entre les deux qu'on retrouve directement dans Megalopolis, sauf que La Source Vive donc se termine en film de procès, qui est un peu justement la partie dont on aurait pu s'attendre dans Megalopolis, quoi. Que le film glisse vers ce genre-là, et ça y est pas. Pour le coup, dans La Source Vive, ça termine comme ça, et ça termine par un grand plaidoyer, donc qui est directement la philosophie d'Ayn Rand, donc dans la bouche de Gary Cooper, en fait, où lui, en fait, prône son droit à détruire son œuvre, en fait, parce que son œuvre lui appartient. Et quand bien même, il y a des fonds publics qui ont été engagés dedans, et que son immeuble devait servir justement pour le social, de logements sociaux et tout. En fait, lui s'en branle, c'est son immeuble. Ils n'ont pas fait la façade comme il voulait, donc il le fait sauter, en fait. Et donc, je vous conseille quand même La Source Vive, qui est par ailleurs un excellent film, même si la fin pose quand même des questions morales, on va dire. Ouais.
Après, Mais, King Vidor est un cinéaste assez insaisissable. Moi, j'ai entendu dire que le film était à la fois la philosophie randienne et un peu sa propre critique aussi dans le film. Mais... Mais comme Megalopolis, c'est aussi un film qu'on peut voir de plusieurs façons. Ouais, mais d'ailleurs, la philosophie randienne se retrouve même dans le titre même de Megalopolis. C'est quand même, c'est le titre mêle la mégalomanie, l'ego démesuré du créateur et police. Enfin voilà, la cité quoi. Se retrouve et d'ailleurs dans le film, on est à la fois dans la chronique d'une vie d'une mégalopole et en même temps on est dans un film mental enfin voilà quoi qui ne ressemble qu'au cerveau de Coppola quoi. Ouais, c'est ça en fait, on a vraiment l'artiste pareil sans compromis en fait. Et donc contrairement à Rourke, lui a carrément mis ses moyens au service de. Et pour en finir avec Ayn Rand aussi. Alors, pour la petite anecdote, il paraît que Le Rebelle, c'est le film préféré de Vincent Lindon. Voilà, je vous le dis, si vous le saviez pas. Ah ça. Vous voulez. Bah ça sent le remake, ça sent le remake bien, du Rebelle à la Défense là. Mais film de Stéphane Brisé. Oh là là. Fais-moi rêver. Moi, je voyais Yann Kounen. Fais-moi rêver. Ah oui, ouais, Yann Kounen, pourquoi pas. Et sinon aussi, moi qui adore regarder les remerciements dans les génériques de fin, on pourra remarquer que dans le générique de fin de Megalopolis, il y a Brad Bird qui est remercié. Et je pense que c'est pour enfin, ça, je le présume, je ne sais pas de source sûre, mais j'imagine que c'est dû à Tomorrowland, en fait, à son film Tomorrowland, qui a quelques points communs avec Megalopolis aussi. Ouais, direct. Ouais. Moi, j'aime bien me dire que genre Coppola, il s'est dit toute sa vie que Megalopolis ne ressemblait à rien qui se faisait, etc. Puis jusqu'au jour où il a été voir Tomorrowland, il s'est dit oh putain, le mec a piqué mon concept. Ouais. Mais en plus, c'est un film purement randien aussi. Il y a le truc aussi, je crois que alors la source, je sais plus, c'est la source vive. C'est lu par un des personnages de Lost en fait. Ouais, parce que Damon Lindelof est un randien absolu aussi. Ouais. Et c'est marrant, c'est que du coup, ça pose. Même Tomorrowland, en fait, avait déjà tous ces questionnements, en fait, justement, autour des ambiguïtés randiennes, en fait. C'est qu'il y avait ce côté. Dans l'épisode de Beats, en fait, ils en parlent. C'est le côté que dans Tomorrowland, l'utopie n'a pas marché, en fait. Ouais. Donc on est dans cette utopie randienne, mais l'utopie n'a pas marché. Mais malgré tout, on est quand même sur le fameux final en fait qui a posé quand même pas mal de problèmes moraux à la sortie du film. En tout cas en France, je sais que. Ouais, ça fait des remous. Ouais. Ouais, c'est un peu on va dire que c'est un peu particulier là, la fin de Tomorrowland quoi, mais dans Megalopolis on retrouve aussi ces mêmes ambiguïtés. Et je trouve qu'aussi les deux films partagent un certain optimisme aussi. C'est quand même aujourd'hui la science-fiction devient très vite du post-apo ou des trucs assez pessimistes, etc. Alors que Megalopolis et Tomorrowland sont quand même dans une idée de progrès et d'optimisme. Ouais, c'est. Et à ce titre, moi je pense qu'il faut pas voir Megalopolis comme. Certaines personnes m'ont dit que c'était un peu un film testamentaire de la part de Coppola. Je pense que c'est un film trop vif pour être testamentaire ou crépusculaire, mais en tout cas c'est vraiment un film qui souhaite transmettre des idées quand même. Ouais, alors on peut aborder ce sujet-là, donc qui va nous amener carrément au dernier plan du film, mais en fait, apparemment, donc pour niquer le truc final, apparemment Coppola il travaillerait quand même sur 2 autres films. Apparemment, il aurait 2 projets. Ouais. Donc, un film tourné en Europe et un film tourné en live, ce qui était déjà l'idée derrière Coup de cœur à l'époque en fait. Ouais. De tourner un film en live. Mais en fait, pour revenir au truc testamentaire, il y aurait peut-être moyen quand même que. Enfin, moi, c'est vrai que le tout dernier plan de Megalopolis, on peut le voir aussi comme un plan testamentaire, mais le testament de Coppola, qui en fait se voit lui-même comme un peu le Benjamin Button de Hollywood en fait. Ouais, totalement. Parce qu'on en parlait tout à l'heure en début du live, mais en fait, il y a ce truc que Megalopolis c'est pas du tout surprenant pas du tout surprenant, mais que Megalopolis n'est pas si surprenant quand tu suis la carrière de Coppola, c'est parce que vraiment le Coppola en fait a amorcé, même très tôt. Moi, je pense en fait on peut revenir carrément à Coup de cœur justement. Un peu après la folie d'Apocalypse Now, je pense que c'est déjà en germe dans Coup de cœur. C'est pas pour rien qu'après on a Outsiders et Rusty James. Peggy Sue, Jack, même Dracula, et qu'en fait donc t'as déjà en germe cette espèce de quête de jeunesse, et en fait ça va complètement exploser
Donc juste après donc son dernier film, ça c'est pas trop une histoire forcément de rajeunissement, il faudrait que je le revoie, mais ce qui était L'Associé en 97, Ouais. que apparemment lui-même avait dit à l'époque qu'il avait fait pour avoir de l'argent pour Megalopolis. Et donc qui est un super film avec Matt Damon. Que je conseille. Je conseille vraiment ce film-là, c'est l'idéaliste à ceux qui aiment bien la série Better Call Saul. Ouais. Et c'est vraiment un super film. Mais en fait, après ce film-là, il y a une cassure. Coppola lui-même dit que c'est son dernier film professionnel. Mm. Et après, pendant 10 ans, il réalise pas de film. Et il revient donc avec L'Homme sans âge, qui est donc l'histoire d'un scientifique qui est arrivé à 80 ans, qui est foudroyé qui est foudroyé, donc, et qui se retrouve à rajeunir, en fait. Mm. Et ce qui correspond bien à Coppola lui-même. Bah. Puisque tout le parcours de sa carrière, parce qu'on peut même remonter au début de sa carrière, où le mec fait des fresques hollywoodiennes très tôt, jugées comme parfaites souvent par ses spectateurs, etc. Avec Le Parrain et Le Parrain. Ou même quand il n'est encore que scénariste, il écrit Patton, par exemple, qui a une certaine idée de la démesure, quoi. Enfin, mais c'est voilà. ça le gars, le début de sa carrière, c'est quasiment c'est le gars, c'est à la fois William Wyler avec Le Parrain, ou qui réalise une fresque américaine et tout, et c'est à la fois Antonioni avec Conversation secrète. Ouais. Donc en fait c'est un auteur complet. Et ensuite, effectivement, dans les années 80, il rajeunit considérablement, notamment en faisant des films comme The Outsiders, où Rusty James, il y a cette envie de côtoyer la jeunesse aussi, je pense. Tu vois. Et puis et surtout de viser une liberté d'artiste qui semble aussi faire, qui ressemble un peu au film que ferait un jeune auteur, enfin un jeune réalisateur un peu insouciant. Ah, moi je sais que t'adores Rusty James. Ouais, moi c'est mon film préféré de Coppola. Mais Rusty James a déjà justement cette fraîcheur. Parce que je trouve que Outsiders est beaucoup plus justement avait beaucoup plus recréé le cinéma Nicolas Ray, retrouver le cinéma de la jeunesse de Coppola, en fait. Ouais. Les grands films que lui allait voir quand il était jeune. Que déjà dans Rusty James, on est déjà sur autre chose, qui est de retrouver une espèce de créativité, en fait. C'est pour ça que je sais que des noms qui reviennent beaucoup dans Megalopolis, dans les papiers autour du film, c'est Méliès, Jean Cocteau, Abel Gans, ouais. Mais ça c'est pareil, ça se voit aussi à l'image du film. Donc déjà il y a cette idée de mêler New York à l'Antiquité, quoi. Donc il y a un côté, enfin voilà, c'est un péplum de science-fiction, quoi, véritablement. Plus encore que les gladiateurs de l'an 3000 ou quoi. C'est vraiment, tu vois, ça mélange un peu ça, quoi. Et au niveau visuel, il y a de ça aussi, quoi. Le mec fait des visuels à effets spéciaux modernes qui sont mélangés aussi avec des trucages qui remontent au muet, etc. Qui rappellent aussi Dracula. Dans Dracula, il n'y avait que des trucages sur plateau, quoi. Enfin, des trucages faits à la caméra, etc. Il n'y avait pas de post-prod, en fait. Pas des trucages issus de la post-production. Et là, dans Megalopolis, il y a encore cette philosophie-là dans le film. Il y a complètement, de toute façon, même dans... Moi, le film m'a pas mal fait penser à Dracula, notamment. Déjà, rien que dès le titre, qui s'affiche vraiment comme le titre de Dracula et tout. Sur le fond marbré, enfin sur le marbre et tout. Ouais, c'est ça. Et qu'en fait, il y avait déjà cette espèce de... Ouais, il y avait quand même... Dracula, c'est un film qui est vraiment marqué aussi du côté, justement, jeunesse de l'art. Lui, il rappelle souvent que le bouquin, en fait, a été écrit... contemporain à la naissance du cinéma. Voilà, à la naissance du cinéma, donc c'est vraiment lié et tout. Il y a ce côté aussi un peu d'amour éternel qu'on a dans Dracula et qu'on peut retrouver un peu dans Megalopolis aussi, avec l'épouse d'Adam Driver qui m'a beaucoup fait penser à Dracula. Mais le truc par contre qu'on peut dire, donc du coup dans les années 80, même Dracula en fait, qui est quand même un film justement très un film de jeune homme en fait. Après il y a quand même une cassure justement après l'idéaliste et l'homme sans âge où là il y a carrément c'est plus tant le truc de recréer les films, l'esthétique de films anciens. C'est aussi un peu de retrouver une liberté absolue en étant sur des budgets beaucoup beaucoup plus petits en fait. Et du coup d'en assumer l'esthétique en fait.
Donc on a... Après, dans L'Homme sans âge, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je sais que c'était quand même particulier. L'esthétique du film était très particulière. Après, dans Tétro, ça se voyait moins, vu que c'était en noir et blanc et tout. Ça faisait plus nouvelle vague, un peu. Ouais. Mais par contre, dans Twixt, là, c'était vraiment... On n'était pas loin de la série Z, un peu, quoi. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que là, Megalopolis, donc du coup, le film est déjà une exposition bien plus grande du fait notamment de son budget, en fait. Mais son budget non plus l'écarte pas non plus complètement de cette esthétique un peu Z, quoi. Donc quand tu disais, ouais, les gladiateurs de l'an 3000 et tout, mais il y a cette fameuse séquence de cirque, là. Ouais. Franchement, ça lésine pas sur le kitsch non plus, tu vois. Ouais, non, ça l'embrasse franchement. Ouais. Et du coup, ouais, c'est ça qui est assez particulier, en fait, c'est que... On dit, ouais, il reprend un peu Améliès, à Abel Gance et tout, mais vraiment dans un truc qui est aussi hyper moderne, mais vraiment une espèce de modernité de TikTok aussi. Un truc tape à l'œil. Enfin, je trouve le film fait très 2024. Ouais, il y a aussi un peu, il y a l'utilisation du deepfake aussi à un moment donné du film qui intervient. Avec la mésaventure de la pop star là, qui met aux enchères sa virginité là. Ouais. Je me souviens de ce moment. Ça c'est qu'un détail du film, hein. Je préviens pour les gens, voilà. Mais c'est une idée super, quoi. C'est cette nana qui met aux enchères sa virginité pour la citer, etc. Et qui se retrouve victime d'un scandale au deepfake. Pareil, ça fait très contemporain tout à coup. Alors qu'elle vend en plus aussi, tu vois ça dans un petit plan, elle vend aussi des petites culottes en fait. Ouais. Et là, tu penses en fait qu'à l'époque, c'est notamment pour ça qu'elle s'est retrouvée à faire Lost in Translation, c'est parce que Sofia Coppola, elle avait fait un bise de petites culottes Virgin Suicide après la sortie de Virgin Suicide, et ces culottes-là, elles avaient cartonné au Japon. Et tu sais, c'était des petites culottes avec les noms marqués dessus, comme dans le film, tu vois. Ouais. Mais t'as un côté marrant de la ref de Virgin Suicide pour la virginité de la Vestale qui vend sa petite culotte et tout. En fait, tu sais, ça met même... je sais pas comment elle a pris, Sofia Coppola, mais en fait, même lui, hein, de toute façon, tout le film. Mais sa famille, vu que le fait de mettre sa famille là-dedans, en fait, t'as quand même ce côté un peu de s'inclure dans le portrait un peu à la South Park, en fait, qu'il y a dans le film, en fait. Le regard très caricatural, voire cynique qu'il y a sur la société américaine, en fait. Tout ce truc là qu'au début ils vont dans des défilés de mode, machin et tout. Ouais. Mais il y a la fille de Sofia Coppola qui est avec Nathalie Emmanuel là. Ah ouais. Au défilé et tout. Ouais. C'est la fille de Thomas Mars et Sofia Coppola, tu vois. Ah ouais. Après à un moment on la revoit même, elle est mise en bleu, blanc, rouge, en espèce de Marie-Antoinette. Dans une séquence complètement folle là où il mélange tous les symboles et tout. Le mec il met Barack Obama, la croix gammée. Tu vois ce truc ou pas avec Shia LaBeouf, quoi. Ah ouais, peut-être bien. Ouais. Et du coup, mais là, dans tous ces symboles-là, il met notamment le bleu, blanc, rouge, où il y a la fille de Sofia Coppola dedans. C'est le moment où c'est en triptyque à moitié, là, non, c'est ça? Non, c'est au moment où Shia LaBeouf, il se lance en politique, là. Ah ouais. Ah oui, donc ça doit être un peu avant. Ouais. Mais je trouve qu'il y a un côté, en fait, qui est très particulier dans le film. Comme tu disais, c'est un film qui est à la fois très positif, mais qui a un côté aussi un peu cynique. Enfin, il y a ce côté, en fait, cynique sur les puissants, mais optimiste dès qu'il s'agit de la création, en fait. Et t'as ces deux pôles dans le film qui cohabitent quand même, quoi. En cela, je pense aussi qu'il rejoint un autre film de Coppola que j'ai pas vu, mais qu'on n'a pas encore cité, c'était Tucker aussi, qui avait beaucoup, qui mettait beaucoup en question aussi les rapports entre l'artiste et la politique, quoi. Ouais, alors le truc par contre, c'est tu vois, je sais pas si ça vient de l'acteur, ça vient peut-être de l'acteur mais ouais, dans Tucker, le personnage de Tucker était quand même plus sympathique que Katidina, ouais. On était plus dans un personnage randien justement. Mais non, mais comme Katidina, c'est pas un personnage randien parce qu'il le fait pour le bien public aussi, quoi. Ouais. Mais faut que tu vois, un Tucker, c'est vraiment super. Il y a un truc, par exemple, dans sa bagnole, en fait, pour se dire ce truc-là, en fait, c'est donc sa bagnole, la Tucker, là, sa bagnole révolutionnaire qu'il crée et tout. Il y a le truc, en fait, que dedans, il veut mettre les ceintures de sécurité. Ouais. Et qu'en fait, à ce moment-là, tout le monde lui dit, ouais, c'est trop cher, machin, et puis ça donne l'impression que ta voiture, elle est pas sûre. Et en fait, donc sa voiture, je spoil le film, en gros, la Tucker, à la fin, n'est pas produite à grande échelle et tout, mais en fait, du coup, la ceinture de sécurité sera adoptée 10 ans après, elle sera obligatoire, tu vois. Ouais.
Et que ça, il le faisait. Enfin, il voulait vraiment la voiture parfaite pour le peuple. C'est ça qui sépare vraiment, en fait, Coppola. Mais je crois qu'il a dit dans une interview pour Megalopolis, là, que j'ai pas pu lire parce que je suis pas abonné aux Inrock. Et dedans, il dit, en fait, que son film a des aspects randiens, mais qu'il se solidarise, en fait, de la pensée randienne, justement. Mais oui, je trouve quand même qu'il y a ce côté un peu... Même Catilina, comme on disait tout à l'heure, qu'on pouvait trouver son discours ambigu, mais c'est le truc aussi, c'est qu'il échappe pas à ce monde-là dont Coppola fait une peinture impitoyable, tu vois. Ouais, bah notamment dans la séquence au Madison Square Garden, on sent qu'il est pas, il est dans le même, un peu dans la même loge que les autres, quoi. Enfin, une certaine aristocratie, etc. Quoi. Ouais, il y a le truc où il arrive là, il fait son. Ouais, il arrive, il fait n'importe quoi devant les journalistes et tout. Ouais, là. Il fait son branleur et tout. Ouais. Et puis c'est un personnage assez ténébreux aussi, puisqu'il est quand même soupçonné de la mort du meurtre de son épouse aussi. D'ailleurs, ce qui est pas non plus, ce qui est jamais très 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 clair dans le film, ce qui s'est passé, ce qui s'est. Et alors il paraît aussi, j'ai entendu ça parce que j'ai pas chopé cette info-là dans le film, mais il paraît aussi que le mégalon a à voir aussi avec la mort de sa femme, apparemment. Enfin voilà. Mais c'est trop riche comme film. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses à voir. On pourrait parler aussi de ces moments à la Minority Report où il voit des espèces d'éclats de son passé dans des diamants de mégalon là. Ouais. Ouais, les diamants de mégalon, on a vraiment ce truc-là, en fait, c'est comme un Rubik's Cube, un peu, c'est un mélange entre un Rubik's Cube ou un peu le robot de Génération Proteus. Tu vois ce film-là Le robot, il est un peu comme ça, en fait, c'est entre l'origami et... C'est une espèce d'origami de métal, et là, t'as ça, en fait, c'est espèce d'origami doré. On sait pas vraiment ce que c'est, en plus, le mégalon. On sait qu'il y a une robe en mégalon qui est transparente. Ouais. On sait que ça donne accès aux souvenirs, que c'est un matériel impérissable. Qui semble mobile. En fait, il y a beaucoup aussi qui disent que le mégalon, ce serait donc ce serait le cinéma lui-même, en fait, l'allégorie du cinéma lui-même, en fait, qui permet de se reconnecter au passé, de créer du lien. Mais ouais, il y a un côté, cette espèce de matière alchimique, en fait, quoi. C'est pour ça que je disais, je serais pas contre, moi, avoir une version Redux ou un truc comme ça, parce que est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce que c'est que ce mégalon Il y a un moment, je sais que la question lui est posée, est-ce que le mégalon est dangereux, tu vois Mais en fait, on sait pas ce que c'est. En fait, quand tu regardes le personnage de Adam Driver, il a l'air d'avoir quand même une partie un peu sombre dans le truc aussi, quoi. Ouais, c'est très particulier. Mais ouais, du coup, il y a ce truc, même sur Catilina, en fait, de toute façon, c'est le truc qui ressort aussi chez beaucoup de personnes qui rejettent le film. Mais en fait, c'est vrai que vu que le film paraît sous plein d'aspects assez incomplets, c'est le truc de dire est-ce que c'est un Elon Musk, en fait, quoi. Oula, ah ouais. En vrai, la question se pose aussi. C'est un mec, de la tech. C'est un mec de la tech qui est un gros entrepreneur, en fait, qui se met en haut de la plus grosse tour de New York. Enfin, on peut le voir comme ça aussi, en fait. C'est un grand entrepreneur américain. Et vu que justement le film politiquement, en fait, prend pas vraiment parti, donc tu peux pas. Il manque peut-être des scènes pour rendre ça plus clair, mais. C'est vrai que le truc, c'est que plutôt que de rejeter le film, c'est bien d'en discuter. Ça aurait été bien d'avoir quelqu'un qui aimait pas le film. Si on trouve quelqu'un qui aime pas le film, on fera un petit débat. Parce que ça peut être... Ça, c'est le problème d'être frère. On aime souvent les mêmes films. On est toujours d'accord. Mais ouais, ça aurait été bien. Mais d'ailleurs, c'est assez étonnant le truc d'Adam Driver qui répète souvent débattre de l'utopie, c'est déjà la craie, etc. Enfin, de vouloir absolument débattre de tout ça. Le film... évidemment suscite le débat aussi, quoi. Il laisse pas indifférent. Là-dessus, il a réussi son pari, ce vieux papy gâteux. Ouais. C'est pour ça que c'est dur de dire que le film va quand même vachement rejeter aussi, et qui sont du coup, tu fais c'est des gens qui voudront pas forcément le revoir et tout. Alors tu te dis vraiment dans 10 ans tu vois un film différent. En fait, il y a un truc un peu, moi c'est pour ça que je suis allé le revoir aussi, c'est parce que le film changeait trop dans ma tête. Ouais. Et je sais que la première fois que je l'ai vu, il y a eu vraiment des côtés que je trouvais dégueux, quoi. Mais tu veux dire Z, quoi. Ouais. Mais en fait, il y a ce truc de décadence un peu dans le film, le truc de, tu sais, qu'il a eu des le truc qu'il a eu des problèmes avec l'équipe d'effets spéciaux et tout. T'as quand même des plans qui sont très particuliers à avaler.
Mais ouais, du coup, je sais que la première fois que j'ai vu le film, je comprenais complètement les réserves qu'il y avait aussi. Mais bon, moi j'adore Twixt, tu vois. Bah ouais. Ouais, moi, parce que ouais, moi j'ai pas trop ressenti ça, moi, pour le coup. Et pour le coup, bah, ce truc-là que j'ai ressenti dans la salle, vu que j'étais quand même disposé à bien aimer le film et tout, et qu'il y avait suffisamment de choses qui m'allaient et tout, en fait, les jours qui suivaient, en fait, ça s'effaçait ce truc-là et tout, et j'ai voulu revoir le film, et la deuxième fois que je l'ai vu, alors déjà le film m'a paru beaucoup, beaucoup plus court. Donc comme on dit, c'est un film sur le temps, mais du coup, on peut même c'est la relativité du temps sur le film est assez incroyable, parce que la première fois que je l'ai vu, je voulais pas plus de 2h20. La deuxième fois que je l'ai vu, j'ai l'impression qu'il durait 1 heure, quoi. Ouais. Et mais j'étais content de le revoir justement pour savoir ce que je pensais du film. Et du coup, même les aspects Z m'ont beaucoup moins choqué, quoi. Je sais qu'il y a il y a ce plan au début où tu vois les immeubles s'effondrer. Et tu sens grave le fond vert, quoi, tu vois. Quand il rencontre, enfin quand Ouais. Julia le voit la première fois là, ouais. Ouais. Et la première fois que j'ai vu le film, je sentais, vu que c'est une scène Ah du ouais. début du film et tout, j'ai l'impression de me bouffer le fond vert et tout. En fait, tu fais, bah, il y a les fermetures d'iris, et puis c'est quand Bah même. oui, c'est ça, moi, c'est ça qui m'a vendu le truc, ouais. C'est hyper poétique et tout, ouais. Mm. Et du coup, j'avais besoin de le revoir. En fait, je me disais, ouais, c'est un film aussi qui évolue beaucoup dans ta tête et tout. Et c'est aussi un truc, comme je disais tout à l'heure, que les intrigues n'étaient pas forcément finies et tout. C'est pas. Et c'est ça qui pourrait aussi rapprocher Coppola et de Catilina. C'est que. Donc, il y en a un qui est architecte, l'autre qui est cinéaste. Et en fait, c'est deux arts, justement, qu'on peut habiter, en fait. On pourrait ajouter le jeu vidéo aussi, qui est quand même un art vraiment. Enfin, tous les arts, on peut les habiter, en fait. Mais là, il y a quand même ce délire de film architectural, tu vois. Ouais. Ce film qui est comme une sorte de labyrinthe, en fait. Et enfin, c'est au spectateur de s'y frayer un chemin, de construire son film, de virer des intrigues si t'en as pas besoin, tu vois. Mm. Je sais qu'il y a plein de gens qui se sont demandé qu'est-ce que Dustin Hoffman il foutait là-dedans, tu vois. Ouais. Et ou je sais qu'il y a aussi le truc que Jason Schwartzman n'a pas de rôle, tu vois. Ouais. Mais tu vois, par exemple, j'en ai pas eu besoin parce que déjà je suis habitué. Je suis habitué à ta théorie là qui dit que Jason Schwartzman descend de plus en plus dans les génériques de Wes Anderson, tu vois. Donc ça me choque pas de le voir faire de la figuration chez son oncle, tu vois. Par contre, juste sa tenue, j'achète, quoi. Tu vois, le gars qui est derrière, en fait, il a une espèce de chapeau et tout, il fait un peu Truman Capote. Ouais. Tu vois. Et donc tu te dis, en fait, ouais, c'est le mec derrière le maire, ça doit être le littéraire un peu derrière le maire. Mais ouais, je trouve qu'il y a ce délire quand même de film architectural, quoi. Ouais, c'est un film, ouais. Et c'est bizarre parce que normalement, en fait, c'est plutôt. Normalement, les films, si tu dis vraiment, ouais, tous les films sont politiques et tout, tu te dis qu'en fait, les esthétiques elles induisent des opinions politiques et forgent des idées, tu vois. Et justement, Megalopolis, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit le cas, quoi, tu vois. C'est vraiment plutôt l'inverse. Mais bon, c'est vrai, quoi, il y a moyen aussi d'y voir un film trop chelou d'un vieux monsieur gâteux qui fait partie de ce monde-là aussi. Bah, on te le conseille en tout cas pour te faire ton opinion. Mais du coup, je sais pas si t'avais d'autres. On a déjà fait un bon tour. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Enfin, si tant est qu'on puisse faire un tour de ce film-là, qu'on puisse en faire tout le tour, parce qu'il est encore. Enfin, il est vraiment très riche. Il appelle effectivement beaucoup l'interactivité du spectateur. Et je pense qu'il faut le voir pour se faire son opinion quand même. Parce que bon, même les gens qui détestent finalement ont beaucoup de choses à dire sur lui. Donc c'est quand même toujours mieux que d'avoir des productions un peu aseptisées ou quoi. Bah, on verra s'il arrive à retransformer un peu l'essai comme lui disait que lui s'inquiétait pas du tout de l'échec du film parce qu'il comparait ça à un coup de cœur en fait. Mais donc est-ce qu'il va nous amener logiquement au deuxième film de la soirée du coup? Ouais, allons-y. Un film donc, qui se réclame de coup de cœur, mais qui au final n'en a pas forcément. Non, on n'est pas tant que ça. On n'a pas forcément de grand reste.